C'était une soirée glaciale de novembre lorsque j'ai organisé un dîner de famille chez nous, à Rennes, en Bretagne. Je m'appelle Lorraine Dubois, j'ai 38 ans, et je venais d'obtenir une promotion importante dans ma société financière. La table était mise, l'arôme du rôti de dinde remplissait l'air, et j'étais prête à partager ma nouvelle, espérant un moment de fierté familiale. Mon frère s'est levé, verre à la main, et a déclaré « Maman et papa ont dit, tu ne contribues jamais à cette famille ». La pièce a éclaté en applaudissements. Mes parents, ma tante, même mes cousins ont applaudi comme s'il s'agissait d'une représentation. J'ai figé mon sourire, sentant la piqûre de leurs mots. Puis quelque chose a craqué. Je me suis levée, les regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Parfait ». Puis les 5 000 € que je payais pour leur prêt immobilier chaque mois s'arrêtent aujourd'hui. Mon père s'est étouffé avec son vin, toussant fort. Le visage de ma mère est devenu pâle, sa fourchette a cliqué sur l'assiette. La pièce est devenue silencieuse, tous les yeux rivés sur moi. Je n'ai pas expliqué. Je n'en avais pas besoin. La vérité était révélée et l'air était électrique. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé ma famille, et je n'en suis pas encore remise. Vous voulez savoir comment tout cela s'est déroulé? Restez avec moi, car ce n'est que le début. Avant de plonger plus profondément, abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà été aveuglé par votre famille de cette manière? J'adorerais entendre vos histoires. Quelques semaines avant ce dîner, j'étais plongée dans la planification, espérant une nuit inoubliable. J'avais passé des jours à parcourir les supermarchés de Rennes, choisissant la dinde, les patates douces et les canneberges les plus frais pour un vrai festin familial. Mon mari m'a aidé à transporter les sacs de la voiture, me taquinant en disant que j'avais acheté de quoi nourrir une armée. Je voulais que tout soit parfait. Des bougies sur la table, une playlist de jazz doux et une nouvelle nappe pour rendre notre salle à manger spéciale. J'ai envoyé des invitations à mes parents, mon frère, ma tante et quelques cousins, imaginant leur sourire lorsque je partagerais ma grande nouvelle. À 38 ans, je venais d'être promue directrice senior dans ma société financière, un titre que j'avais mis des années à gagner. La pensée de ma famille levant leur verre pour trinquer à mon succès me gonflait de fierté. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que ce moment pourrait signifier. En grandissant, j'avais toujours été celle qui travaillait le plus dur, restant éveillée tard pour étudier pendant que mon frère se relâchait. Je me souvenais des nuits passées dans mon petit appartement, plongée dans des manuels de finance, cherchant des certifications pour grimper les échelons de l'entreprise. Mon mari restait à mes côtés, me préparant du café à minuit, m'encourageant à travers chaque examen. Ces sacrifices avaient porté leurs fruits, mon nouveau bureau avait une vue sur le centre-ville de Rennes, et mon salaire pouvait enfin alléger certaines charges familiales. Je voulais faire plus pour mes parents, peut-être les aider à réparer leur Porsche grinçant ou à couvrir des factures inattendues. S'ils voyaient le chemin parcouru, peut-être diraient-ils enfin qu'ils étaient fiers. Le jour du dîner est arrivé, et j'étais pleine d'excitation. J'ai passé la matinée à couper des légumes, mon fils aidant avec la farce pendant que mon mari installait les chaises. J'imaginais mon père me tapant dans le dos, ma mère rayonnante, même mon frère acquiesçant avec respect. Mais au fur et à mesure que les invités arrivaient, quelque chose clochait. Mon frère est arrivé en retard, saluant à peine, les yeux rivés sur son téléphone. Mes parents sont entrés, les visages tendus, offrant de rapides câlins avant de s'asseoir silencieusement à table. Ma tante a parlé du temps, mais son sourire semblait forcé. Le jazz jouait doucement. La dinde sentait divinement bon, pourtant l'air portait une froideur que je ne pouvais situer. Mon fils a croisé mon regard, levant un sourcil comme s'il le sentait aussi. J'ai balayé cela d'un revers de main, me disant que c'était juste les nerfs. Je voulais que cette nuit nous rapproche, leur montrer ce que j'étais devenue. Je n'avais aucune idée à quel point je me trompais sur ce qui allait arriver. J'ai passé des heures à perfectionner le menu, choisissant des plats que ma famille aimait, une salade de haricots verts pour ma mère, une tarte aux noix de pécan pour mon père. J'ai même acheté une bouteille de vin que mon frère avait une fois mentionnée, espérant que cela pourrait susciter une vraie conversation. Mon mari et moi avions économisé pendant des semaines pour nous permettre ce festin, coupant dans nos propres dépenses pour rendre cette nuit spéciale. Je continuais à imaginer leur réaction quand j'annoncerais ma promotion, la façon dont leurs yeux pourraient s'illuminer.
J'avais travaillé si dur, non seulement pour moi, mais aussi pour eux. Je voulais être la fille qui rendait les choses plus faciles, qui leur donnait quelque chose à raconter à l'église ou au centre communautaire. Avec le recul, j'aurais dû remarquer les signes plus tôt. Les appels de mon frère étaient devenus plus courts au fil des ans, toujours pressés, ne demandant jamais des nouvelles de ma vie. Mes parents mentionnaient rarement mon travail, balayant mes mises à jour avec des commentaires vagues sur leurs propres difficultés. Je pensais que ce dîner pourrait changer cela, combler le fossé que je sentais grandir entre nous. Je me suis souvenu d'un moment, il y a des années, lorsque j'ai reçu ma première grosse prime et que j'ai proposé d'aider avec leurs factures. Ils m'avaient remercié, mais c'était rapide, presque dédaigneux, comme si c'était attendu. J'ai repoussé ce souvenir, me concentrant sur le présent. La table était mise. Les bougies vacillaient, et j'ai pris une profonde inspiration, prête à partager ma nouvelle. Mon fils m'a serré la main sous la table, son soutien silencieux me réconfortant. J'étais prête pour une nuit qui nous ferait nous sentir à nouveau comme une famille. Alors que la tarte à la citrouille arrivait sur la table, la pièce semblait plus lourde que prévu. La salle à manger de notre maison à Rennes brillait sous la douce lumière du lustre, la table chargée de dinde rôtie, de purée de pommes de terre et de gratin de haricots verts. Le festin était somptueux, chaque plat fumant et parfumé. Mais les visages autour de moi ne correspondaient pas à la chaleur. Mon frère, Mathieu, était assis en face de moi, la mâchoire serrée, touchant à peine son assiette. Mon père, Robert, tripotait son verre de vin, évitant mon regard. Ma mère, Isabelle, picorait sa nourriture, les lèvres fines. Ma tante, Hélène, parlait du temps, mais sa voix était tendue. Seul mon mari, Marc, et mon fils, Louis, semblaient à l'aise, Marc m'offrant un sourire rassurant pendant que Louis empilait de la farce sur son assiette. La playlist de jazz que j'avais choisie jouait faiblement, mais elle ne pouvait masquer la tension qui s'insinuait dans l'air. J'ai pris une profonde inspiration, prête à annoncer ma promotion. J'avais travaillé des années pour cela, et je voulais qu'il le sache. Avant que je ne puisse parler, Mathieu a poussé sa chaise en arrière et s'est levé, son verre levé comme s'il allait porter un toast. Ses yeux se sont posés sur les miens, froids et perçants. Maman et papa ont dit, « Tu ne contribues jamais à cette famille », a-t-il déclaré, sa voix déchirant la pièce. Les mots ont frappé comme une gifle. Mes cousins ont applaudi. Ma tante a fait de même. Même mes parents ont hoché la tête, leur visage complaisant. Les applaudissements ont résonné, chaque claquement un coup de poignard dans mon cœur. J'ai senti mon pouce accélérer, mes mains tremblantes sous la table. Louis m'a regardé, sa fourchette figée en l'air, ses yeux grands ouverts de confusion. Marc a tendu la main vers la mienne, sa prise ferme, mais je l'ai à peine sentie. La pièce semblait tourner, leur trahison s'ancrant. Je me suis levée, ma chaise raclant le sol, et j'ai forcé un sourire. Parfait, ai-je dit, ma voix calme mais tranchante. Alors les 5 000 € que je payais pour leur prêt immobilier chaque mois s'arrêtent aujourd'hui. Robert s'est étouffé avec son vin, toussant violemment, le visage rouge. La fourchette d'Isabelle a cliqué sur son assiette, son visage devenant d'une pâleur fantomatique. Les applaudissements ont cessé, remplacés par un silence stupéfait. Mes cousins ont échangé des regards, leurs mains figées. La bouche d'Hélène s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Le sourire suffisant de Mathieu a vacillé, ses yeux se rétrécissant. Je n'ai pas bronché. J'avais gardé ce secret trop longtemps, et leur accusation avait fait craquer quelque chose en moi. Pendant 5 ans, ai-je poursuivi, ma voix stable. J'ai payé 5 000 € chaque mois pour le prêt immobilier de Robert et Isabelle. C'est 60 000 € par an, plus de 300 000 € au total. J'ai également couvert leur prime d'assurance maladie, 300 € par mois, car ils ne pouvaient pas se le permettre après la retraite de papa. Et n'oublions pas les 1 500 € pour la réparation de leur toit le printemps dernier, ou la réparation de la plomberie l'année précédente. J'ai regardé Robert, qui toussait toujours, sa serviette pressée sur sa bouche. Isabelle fixait son assiette, ses mains tremblantes. Mathieu s'est rassis brusquement, son visage un mélange de choc et de défi. La pièce était si silencieuse que j'entendais le léger ronronnement du réfrigérateur de la cuisine. Cela s'arrête maintenant, ai-je dit, mes yeux balayant la table.
Plus de paiement, plus de couverture pour personne. Vous pensez que je ne contribue pas? Très bien, vous vous débrouillez seul. Marc a hoché la tête, sa main toujours sur la mienne, son expression féroce de soutien. Louis m'a regardé, ses yeux brillants d'une sorte de fierté. Hélène a balbutié, Lorraine, peut-être pouvons-nous en discuter, sa voix faible, ses mains tordant sa serviette. J'ai secoué la tête. Il n'y a rien à discuter, ai-je dit. Vous avez clairement exprimé votre position. Mathieu s'est penché en avant, sa voix basse. Tu vas vraiment faire ça? Pour un seul commentaire? J'ai soutenu son regard sans ciller. Ce n'est pas un commentaire. Ce sont des années d'invisibilité pour vous tous. Le reste du repas s'est déroulé dans un quasi-silence. Isabelle a poussé sa nourriture, sans manger. Robert a siroté son vin, sa toux atténuant, mais son visage restait rouge. Mes cousins ont évité mes yeux, leur enthousiasme précédent disparu. Hélène a essayé de changer de sujet, mentionnant la nouvelle voiture d'un voisin, mais personne n'a répondu. Marc a gardé sa main sur la mienne, un ancrage silencieux. Louis a mangé lentement, me jetant un coup d'œil toutes les quelques bouchées comme pour vérifier que j'allais bien. J'ai ressenti un étrange calme, comme si un poids s'était envolé. J'avais passé des années à porter leur fardeau, pensant que cela me vaudrait leur respect. Mais cette nuit-là, j'ai vu la vérité. Ils ne me voyaient pas. Pas vraiment. Et j'en avais assez d'essayer de leur prouver ma valeur. 3 jours après le dîner, mon téléphone a vibré avec un message vocal d'Isabelle. J'étais dans mon bureau à domicile, triant des emails lorsque la notification est apparue. Sa voix était tremblante mais perçante, me suppliant de la rappeler. « Lorraine, tu es trop dure », a-t-elle dit, son ton mêlant culpabilité et accusation. « Nous devons parler des paiements de la maison. Tu ne peux pas nous laisser tomber comme ça. » J'ai écouté, la mâchoire serrée, pendant qu'elle racontait à quel point les choses avaient été difficiles depuis la retraite de Robert. Elle n'a pas mentionné les années où j'avais couvert leurs factures, pas un mot de remerciement, juste une exigence de maintenir l'argent. J'ai supprimé le message sans répondre, mes doigts planant au-dessus du téléphone. J'avais passé trop de temps à porter leur poids, et ces mots n'ont fait que renforcer ma détermination. Cet après-midi-là, je me suis connectée à mon compte bancaire et j'ai annulé les paiements automatiques pour le prêt immobilier de Robert et Isabelle. C'était un simple clic, 5 000 € par mois disparus. J'ai également arrêté les virements de 300 € pour l'assurance maladie que je faisais pour eux. L'écran a confirmé les changements, et j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. Pendant 5 ans, j'avais maintenu leur vie à flot, pensant que c'était mon devoir en tant que fille. Maintenant, c'était fini. Marc est entré, a vu l'écran et a hoché la tête. « Tu as fait ce qu'il fallait », a-t-il dit, sa voix ferme. Louis était à l'école, mais je savais qu'il comprendrait. Ma famille, ma vraie famille, était ici dans cette maison, pas en train de mendier des aides tout en me jugeant. Le soir, mon téléphone s'est à nouveau allumé, cette fois avec des SMS de cousins auxquels je n'avais pas parlé depuis des mois. « On a appris que tu abandonnais tes parents », disait l'un, un autre, « comment peux-tu être si égoïste ?» Mon estomac s'est noué en réalisant que Robert et Isabelle avaient lancé une campagne de rumeurs. Ils avaient appelé mon oncle, le club de bridge de ma tante Charlotte, même nos anciens voisins, racontant que j'avais tourné le dos à ma famille. Ils me dépeignaient comme froide, ingrate, une fille qui préférait laisser ses parents perdre leur maison plutôt que de lever le petit doigt. Pas un seul n'a mentionné les centaines de milliers que j'avais payés pour que cette maison reste la leur. J'ai fait défiler les messages, chacun une nouvelle blessure, mais je n'ai pas répondu. Je ne jouerai pas leur jeu. Puis est arrivé le message de Mathieu tard cette nuit-là. « Tu détruis cette famille », disait-il. « Maman et papa sont paniqués à cause de toi. Arrange ça, Lorraine. » J'ai fixé les mots, mon cœur battant. Il s'était tenu là au dîner, menant la charge contre moi, et maintenant il avait le culot de me blâmer pour leur panique. Je voulais riposter, énumérer chaque euro que j'avais dépensé, chaque sacrifice que j'avais fait. Mais je me suis arrêtée. Répondre ne ferait que m'entraîner dans leur chaos. Au lieu de cela, j'ai éteint mon téléphone et je suis allée me coucher. Le bras de Marc autour de moi,
sa respiration régulière, un rappel que je n'étais pas seule. Le lendemain matin, je me suis concentrée sur ce qui comptait. J'ai conduit Louis à l'école, riant alors qu'il me racontait son projet d'histoire. Marc et moi avons planifié une randonnée le week-end, quelque chose que nous n'avions pas fait depuis des mois. J'ai repoussé le drame familial au fond de mon esprit, déterminé à ne pas me laisser consumer. Mais les rumeurs continuaient d'arriver. Une collègue dont la sœur connaissait ma tante m'a demandé si j'allais bien, disant qu'elle avait entendu dire que j'avais coupé les ponts avec mes parents. J'ai forcé un sourire, dit que c'était compliqué, et changé de sujet. L'histoire de Robert et Isabelle se répandait comme une traînée de poudre, chaque version plus déformée que la précédente. Ils avaient dit à leurs proches que j'accumulais ma richesse, que j'avais toujours été distante, que je me souciais plus de ma carrière que de ma famille. Ça faisait mal, mais j'ai refusé d'entrer dans le jeu. J'ai maintenu ma routine stable, m'ancrant dans la vie que j'avais construite. Louis est rentré avec une bonne note à un examen de maths, et nous avons fêté ça avec une pizza. Marc et moi sommes restés éveillés tard à parler de nos prochaines étapes, peut-être même des vacances. Mais le message vocal d'Isabelle persistait dans mon esprit, sa voix résonnant d'un sentiment de droit. J'ai vérifié à nouveau mon compte bancaire, confirmant que les paiements étaient arrêtés. La finalité de cela semblait juste, mais lourde. J'avais porté leur fardeau si longtemps, c'était étrange de lâcher prise. Pourtant, chaque fois que je pensais à rappeler, je me souvenais de leur silence au dîner, de leur hochement de tête quand Mathieu m'avait accusé. Ils avaient fait leur choix, et j'avais fait le mien. Une semaine plus tard, Mathieu est entré dans le bureau de Marc sans prévenir. Marc était à son bureau, une petite firme comptable dans le centre-ville de Rennes. Des papiers étaient éparpillés autour de lui. Mathieu n'a pas frappé, il est juste entré, son visage affichant un mélange de colère et de désespoir. « Tu dois parler à Lorraine », a-t-il dit, se penchant sur le bureau, sa voix basse mais intense. Elle déchire cette famille en coupant les ponts avec maman et papa. Ce n'est pas juste, Marc. Tu le sais. Marc s'est penché en arrière, son expression calme mais ferme. Il avait vu cela venir, surtout après les SMS et les rumeurs qui circulaient. Mathieu a continué à me dépeindre comme la méchante, disant que j'avais laissé nos parents dans un désordre financier sans y penser une seconde. Il n'a pas mentionné les années où j'avais payé leurs factures, il s'est juste concentré sur la façon dont ma décision ruinait tout. Marc n'a pas bronché. Lorraine en a fait plus que suffisant, a-t-il dit, son ton stable. Tu ne peux pas entrer ici et exiger qu'elle répare ton désordre. Tu dois partir, Mathieu. Le visage de Mathieu s'est déformé, ses mains se serrant en poing. Il a ouvert la bouche comme pour argumenter, mais Marc s'est levé, désignant la porte. Maintenant, a-t-il dit, sa voix ne laissant aucune place au débat. Mathieu a hésité, puis s'est retourné et est sorti en claquant la porte derrière lui. Marc m'a appelé tout de suite après, racontant chaque mot. J'ai écouté, l'estomac noué. Le culot de Mathieu d'aller dans mon dos pour essayer de monter Marc contre moi ressemblait à une autre trahison, s'ajoutant à la douleur de ce dîner. Ce soir-là, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était Hélène, ma tante. Sa voix hésitante mais urgente. « Lorraine, il faut que je te dise quelque chose », a-t-elle dit, faisant une pause comme si elle pesait ses mots. Mathieu savait pour l'argent que tu donnais à Robert et Isabelle. Il le savait depuis des années. Je me suis figée, serrant plus fort le téléphone. Hélène a continué à expliquer comment Mathieu s'était vanté auprès d'elle l'année dernière de ne pas avoir à aider nos parents parce que je couvrais tout. Il avait dit que c'était plus facile ainsi. Elle a ajouté, son ton lourd de culpabilité, il ne voulait pas participer, alors il s'est tu. Il t'a laissé porter le fardeau. J'ai ressenti une vague de choc, puis de colère brûlante dans ma poitrine. Mathieu ne m'avait pas seulement accusé au dîner. Il avait caché la vérité pour esquiver ses responsabilités, me laissant seul supporter le fardeau pendant qu'il jouait le rôle du fils parfait. J'ai remercié Hélène, ma voix tendue, et j'ai raccroché. La révélation a été un choc. J'avais passé des années à penser que j'aidais ma famille, croyant que Mathieu était juste insouciant, pas calculateur. Savoir qu'il était resté délibérément silencieux, me laissant épuiser mes économies alors qu'il ne contribuait en rien, me fit bouillir le sang.
Il ne s'agissait pas seulement de l'argent. C'était le mensonge. La prétention que j'étais celle qui les laissait tomber. Je me suis assise sur le canapé, fixant le mur, l'esprit en ébullition. Marc est venu, s'est assis à côté de moi, sa main sur mon épaule. Tu ne lui dois rien, a-t-il dit doucement. Pas après ça. J'ai hoché la tête, le poids des mots d'Hélène s'installant. C'était ça. J'en avais fini avec Mathieu. Plus d'appels, plus de SMS, plus de chance. Plus tard ce soir-là, Louis a frappé à la porte de ma chambre. Il se tenait là, sa silhouette longiligne remplissant l'embrasure de la porte, ses yeux cherchant les miens. « Maman, tu vas bien ?» a-t-il demandé, sa voix douce mais préoccupée. Il m'avait entendu parler à Marc, avait capté le ton tranchant dans ma voix. J'ai forcé un sourire, lui tapotant le lit pour qu'il s'assoie. « Je vais bien, Louis ?» ai-je dit, lui ébouriffant les cheveux comme je le faisais quand il était plus jeune. Juste en train de comprendre qui compte vraiment dans cette famille. Il a froncé les sourcils, ne comprenant pas entièrement, mais sentant la douleur. Je lui ai raconté une version simplifiée, que certaines personnes prennent plus qu'elles ne donnent et que parfois il faut les laisser partir. Il a hoché la tête, s'appuyant contre moi, et pendant un instant je me suis sentie ancrée. Le soutien silencieux de Louis, la loyauté inébranlable de Marc. C'était ma famille maintenant, pas ceux qui m'avaient tourné le dos. J'ai bloqué le numéro de Mathieu cette nuit-là. C'était un petit acte, mais il m'a semblé définitif, comme fermer une porte que j'avais laissée ouverte trop longtemps. Je n'avais pas besoin de ses excuses ou de ses justifications. L'appel d'Hélène m'avait montré qui il était vraiment, et je n'allais pas le laisser me ramener dans leur drame. Je suis restée éveillée, pensant aux années que j'avais passées à essayer de rendre tout le monde heureux, seulement pour être aveuglée par leurs ressentiments. Mais avec Marc et Louis à mes côtés, j'ai ressenti une clarté que je n'avais jamais eue auparavant. Mathieu pouvait garder ses secrets, ses accusations, ses tentatives de culpabilisation. J'allais de l'avant et il ne viendrait pas avec moi. 2 jours plus tard, mon téléphone s'est illuminé avec un message d'Isabelle. J'étais dans la cuisine, coupant des légumes pour le dîner, quand le message est apparu. « Lorraine, je suis désolée si nous t'avons contrarié », disait le texte, dégoulinant d'insincérité. « Mais tu dois reconsidérer l'arrêt des paiements. Nous avons des difficultés. S'il te plaît, appelle-moi. » Aucune reconnaissance des années où j'avais payé leur prêt immobilier. Aucune gratitude. Juste un autre appel à l'argent. J'ai fixé l'écran, mon couteau toujours à la main, sentant une colère familière monter. Les mots d'Isabelle n'étaient pas des excuses. C'était une exigence déguisée en regret. J'ai posé le téléphone, sans répondre, et je suis retournée à la cuisine. J'avais déjà pris ma décision, et son message ne faisait que confirmer que j'avais raison. Le lendemain, Hélène m'a appelée pendant que j'étais au travail. Sa voix était basse et mal à l'aise. « Lorraine, il y a autre chose que tu devrais savoir », a-t-elle dit, hésitant. « Robert et Isabelle ont parlé de toi en ligne. Ils ont posté sur X en disant que tu laissais Marc contrôler tes finances, que c'était lui la raison pour laquelle tu les avais coupés. » Mon cœur s'est serré alors qu'Hélène décrivait les messages, vagues mais directs, me dépeignant comme une marionnette dans mon propre mariage, abandonnant mes parents pour la cupidité de mon mari. Ils avaient même insinué que j'accumulais des richesses, les laissant démunis. La trahison a fait plus mal que les accusations du dîner. Non seulement ils avaient ignoré mes sacrifices, mais maintenant ils traînaient le nom de Marc dans la boue sur une plateforme publique pour que tous nos proches le voient. J'ai rappelé Hélène ce soir-là, ma voix stable mais froide. 5 ans, Hélène, ai-je dit, faisant les 100 pas dans mon salon. 5 ans que je payais leur prêt immobilier, leur assurance, leur réparation, des centaines de milliers d'euros, et pas une seule fois ils n'ont dit merci. Pas une seule fois. Hélène a essayé d'interrompre, son ton doux disant qu'elle comprenait, mais je n'avais pas fini. Et maintenant, ils sont sur X à mentir sur Marc, sur moi. Ils n'ont pas le droit de réécrire l'histoire pour se faire passer pour des victimes. Hélène a soupiré, admettant qu'elle avait essayé de les raisonner, mais ils n'avaient pas voulu écouter. Je les remerciais de me l'avoir dit, mais mon esprit était en ébullition. Ce n'était plus seulement des ragots. C'était une attaque délibérée, et j'en avais assez de la laisser passer. Cette nuit-là,
j'ai pris une décision. J'ai bloqué les numéros d'Isabelle et Robert, comme je l'avais fait avec Mathieu. Plus de SMS, plus d'appels, plus d'occasions pour eux de me culpabiliser. J'avais passé trop de temps à espérer leur approbation, croyant que la famille signifiait porter leur fardeau sans poser de questions. Mais leurs mensonges sur les réseaux sociaux, leur refus de reconnaître mes efforts, m'ont montré qui ils étaient vraiment. Couper les ponts n'a pas été facile. Il y avait un pincement de culpabilité, une lueur de doute, mais cela semblait nécessaire, comme se débarrasser d'un poids que j'avais porté trop longtemps. Marc s'est assis avec moi pendant que je le faisais, sa main sur mon dos, son soutien silencieux aussi stable que jamais. Louis était à l'étage, inconscient, mais je savais qu'il comprendrait quand je lui expliquerais plus tard. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocate, une femme avec qui j'avais travaillé sur quelques contrats dans ma société. J'ai expliqué la situation, non seulement l'arrêt des paiements, mais aussi les rumeurs, les messages sur les réseaux sociaux, les années de soutien non appréciées. Je dois protéger ma famille, lui ai-je dit, ma voix ferme. Je ne veux pas qu'ils viennent nous chercher de l'argent ou qu'ils salissent davantage nos noms. Elle était calme, professionnelle, décrivant les étapes pour sécuriser nos finances. Nous avons mis en place un fonds pour les études de Louis, en veillant à ce qu'il soit intouchable. Elle a également rédigé une lettre à Robert et Isabelle, formelle mais claire, déclarant que je ne répondrai plus à leurs demandes. Ce n'était pas une menace, juste une limite, que j'aurais dû fixer il y a des années. J'ai ressenti une étrange paix après cela. L'appel de l'avocate, les numéros bloqués, la clarté de mon choix. Tout cela a apaisé quelque chose en moi. Le message d'Isabelle avait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, un rappel que certaines personnes prendront tout et en demanderont encore plus. L'avertissement d'Hélène concernant leur publication en ligne n'a fait que rendre cela plus clair. Je n'avais pas besoin de leur approbation ou de leur présence dans ma vie. Ma famille, c'était Marc, Louis et la maison que nous avions construite ensemble. J'ai regardé les photos sur notre réfrigérateur, la pièce de théâtre de Louis à l'école et moi sur un sentier de randonnée, et j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Ils pouvaient garder leurs histoires, leurs publications, leurs reproches. J'étais libre. Un mois plus tard, le silence de ma famille était plus assourdissant que jamais. Par l'intermédiaire d'une cousine éloignée, j'ai appris que Robert et Isabelle avaient perdu leur maison. La banque avait saisi lorsque, n'ayant plus les moyens de payer le crédit immobilier que j'avais autrefois couvert, ils avaient emballé leurs affaires et déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, un endroit qu'ils pouvaient à peine se permettre avec la pension de Robert. Je ne ressentais pas de triomphe, juste une douleur silencieuse. J'avais passé des années à maintenir cette maison la leur, versant mes économies dans leur stabilité, seulement pour qu'ils me le reprochent. La nouvelle s'est installée comme une pierre dans ma poitrine, lourde, mais définitive, un rappel que mon choix de partir avait été le bon. Mathieu, ai-je appris, avait pris un emploi dans un magasin de détail, scannant des articles à la caisse quelque part à Rennes. Il n'avait pas repris contact depuis qu'il avait quitté le bureau de Marc avec fracas, et je ne m'y étais pas attendue. La cousine qui l'a mentionné a dit qu'il semblait épuisé, jonglant avec de longs quarts de travail pour joindre les deux bouts. Une partie de moi se demandait s'il réfléchirait un jour à son rôle dans la fracture de notre famille, mais je ne m'y suis pas attardée. Mathieu avait fait ses choix, cachant ce qu'il savait de mon soutien, m'accusant pour sauver la face, et j'avais fait les miens. Son silence était son fardeau maintenant, pas le mien. J'avais bloqué son numéro, et je n'avais pas l'intention de le débloquer. À la maison, la vie avec Marc et Louis semblait être un nouveau chapitre. Nous nous étions rapprochés, trouvant du temps pour les petits moments qui comptaient. Nous passions les week-ends à cuisiner ensemble, Louis maîtrisant ses seaux de crêpes pendant que Marc et moi rions de ses tentatives désordonnées. Un soir, Louis a posé des questions sur la famille, sa voix prudente. « Pourquoi ne voyons-nous plus papy et mamie ?» a-t-il dit, remuant son chocolat chaud au comptoir de la cuisine. J'ai pris une inspiration, choisissant mes mots. « Parfois, les gens prennent plus qu'ils ne donnent, lui ai-je dit. Fixer des limites, c'est se protéger, même de sa famille. » Il a hoché la tête, le visage pensif, et j'ai vu quelque chose se déclencher en lui, une leçon sur le respect de soi que j'aurais aimé apprendre plus tôt. Louis grandissait, et je voulais qu'il sache que sa valeur ne dépendait pas de l'approbation des autres.
J'ai trouvé une vieille boîte de reçus dans mon bureau, enfouie sous des dossiers d'il y a des années. C'étaient les relevés des paiements de prêts immobiliers que j'avais effectués pour Robert et Isabelle, 5 000 € par mois, chaque mois pendant 5 ans. Je les ai feuilletés, l'encre décolorée, un rappel brutal du poids que j'avais porté. Chaque reçu était une preuve, non seulement de l'argent, mais de la manipulation que j'avais subie, leur silence, leurs accusations, leur refus de reconnaître ce que j'avais fait. Je ne les ai pas gardés par amertume. C'était une leçon, une façon de me rappeler de ne jamais laisser la culpabilité me ramener dans leur chaos. J'ai rangé la boîte dans un tiroir, non pas pour m'y attarder, mais pour la regarder quand le doute s'insinuait. Avec le recul, j'ai vu la vérité que j'avais manquée si longtemps. La famille n'est pas seulement le sang. C'est les gens qui vous voient, qui vous apprécient, qui n'exigent pas votre sacrifice sans gratitude. Robert, Isabelle et Mathieu avaient tenu mon soutien pour acquis, le transformant en une histoire où j'étais la méchante. Mais fixer des limites n'était pas une punition. C'était une question de me protéger de leur ingratitude et de leur manipulation. J'avais passé des années à essayer de leur prouver ma valeur, seulement pour réaliser qu'ils ne la verraient jamais. Marc et Louis étaient ma famille maintenant, et leur amour était suffisant. J'avais appris à dire non, à partir, et à construire une vie où je n'étais pas définie par les attentes des autres. C'était ma force, et je la porterai de l'avant, quoi qu'il arrive ensuite.